Bienvenue les Fortistes, bienvenue sur Forty Something, le mag, c'est la 4e, alors comme d'habitude on va parler d'un peu de tout sur ce hors format. Prenez un petit café, prenez une petite boisson, on va passer un petit moment ensemble, et ça me fait très plaisir d'être là, ne zappez pas, hein, je pense qu'il y a plusieurs sujets qui peuvent vous plaire. De quoi on va parler aujourd'hui? Alors on va parler de tous ces artistes qui sont diminués, qui n'ont plus de voix, qui n'ont plus de doigts, à l'image de Bon Jovi. Ouais, Bon Jovi dernièrement a donné une prestation que je trouve un petit peu délicate, vous savez, il a eu des problèmes de voix, on va parler de tout ça. On va parler aussi de Ben Affleck et de Matt Damon qui sont dernièrement intervenus sur le plateau de Joe Rogan pour The Joe Rogan Experience, le podcast le plus suivi sur la planète. Et ils y ont critiqué ouvertement, surtout Matt Damon, l'industrie du cinéma. Aujourd'hui, c'est très intéressant ce qu'ils avaient à dire. On va parler de quoi d'autre? On va parler de Suno, et ouais, l'intelligence artificielle. On va y revenir encore une fois. Suno, ça se casse un peu la gueule, c'est pas dans les hauteurs qu'on espérait atteindre avec ce service. On est loin de concurrencer comme on pensait le faire au début ChatGPT, et on va voir pourquoi. Et puis on va parler aussi de subjectivité et d'objectivité, c'est un sujet qui me tient à cœur, parce que le long de fil de commentaires, vous savez, cette chaîne elle commence à gonfler un petit peu, tout doucement, on est de plus en plus nombreux, il y a dans les fils de commentaires toujours des choses très intéressantes, et il y a cette notion qui revient en permanence, objectivité, subjectivité, je vais vous donner une fois pour toutes mon point de vue sur la question. Et pour les plus assidus parmi vous, les abonnés de la chaîne, je vous ai glissé un petit détail dans le décor, un petit pied de nez, j'attends que vous veniez me titiller en commentaire. Par quoi on commence? Ils n'ont plus de voix, ils n'ont plus de doigts, à l'image de Bon Jovi. Alors vous savez, il y a plein d'artistes dernièrement qui ont eu des problèmes un petit peu de voix, ils vieillissent nos artistes, hein. Donc on pense bien évidemment à Steven Tyler d'Aerosmith, qui a eu des gros problèmes vocaux, qui semble en être revenu à peu près. On pense aussi bien évidemment à la grande Céline Dion, l'une des plus grandes voix, l'une des plus belles voix de la pop, qui a eu aussi de gros problèmes, et qui annonce pourtant qu'elle va se reproduire prochainement pour une série de concerts. J'attends de voir, est-ce qu'elle peut toujours atteindre les notes qu'elle atteignait avant? Je ne sais pas, en tout cas, elle a eu de gros problèmes aussi, et je suis pas sûr que ça soit parfaitement remis, qu'elle puisse repartir pour des tournées à n'en plus finir. Mais ça, c'est rien par rapport, par exemple, à Brian Setzer. Brian Setzer, lui, il a plus de doigts. Vous connaissez Brian Setzer, hein, l'ancien leader des Stray Cats, qui a fait une très belle carrière dans le rockabilly. Brian Setzer, c'est un guitariste d'exception, et aujourd'hui, il a une maladie auto-immune. Depuis quelque temps, il peut même plus tenir un stylo. Donc, bien évidemment qu'il peut plus jouer de guitare, donc il a encore sa voix, lui, mais par contre, ses performances à la guitare sont un petit peu compromises. Même si, selon ses dires, il y aurait de l'amélioration, je ne suis pas sûr qu'on revoie Brian Setzer dans des solos endiablés comme avant. Bon, la personne qui nous intéresse principalement aujourd'hui, c'est quand même Jon Bon Jovi. Il y a un documentaire qui est tombé tout récemment sur Hulu, alors qu'il doit être relayé sur Disney+. Ce documentaire, c'est Thank You Good Night, The Story of Bon Jovi. Je vous avoue que ce documentaire, j'ai tenu quelques minutes seulement, parce qu'il plonge ouvertement dans le pathos, et c'est pas forcément ce que moi je viens chercher. Donc je vais aller le voir, ce documentaire, je reviendrai vous en parler, on reparlera de Bon Jovi en long, en large, en travers, pour célébrer la carrière monumentale de Bon Jovi, le groupe. 130 millions d'albums vendus à travers la planète, c'est juste phénoménal. Et Jon Bon Jovi, il n'y a pas si longtemps, je crois que c'est en 2021 ou 2022, il a eu une espèce d'atrophie d'une corde vocale. Alors je vous la fais brève, hein, je dis peut-être un petit peu des conneries, je vous laisserai vous renseigner, mais il a eu une atrophie de la corde vocale, il a eu une opération, une lourde opération, et il essaye tout doucement de s'en remettre. Seulement le problème, c'est qu'apparemment, il n'y arrive pas, il a vraiment du mal, et c'est là qu'on se rend compte que le répertoire de Bon Jovi était quand même très axé sur des hymnes de stade, des grosses power ballads, des morceaux qui montent très haut quand même en tonalité, hein. Faut donner de la voix dans les morceaux de Bon Jovi, et Bon Jovi, il n'arrive plus à la pousser, la voix. Et c'est pour ça que j'ai pas poursuivi le visionnage de ce documentaire, parce qu'on plongeait ouvertement, comme je vous l'ai dit, dans le pathos. Tout de suite, on voit Jon Bon Jovi un petit peu dans un apitoiement, il est là, ouais, on le voit d'un coup sautiller sur une scène, en répétition, ouais, ce gars-là, avant, pouvait tenir des heures. Ouais, mais ce gars-là, il s'arrête d'un coup, très triste, ce gars-là, il est plus là. Bon Jovi, je l'ai vu dernièrement dans des interviews, quasiment, devant des fans, fondre un petit peu en larmes, donc le bonhomme est très touché, et on le comprend, parce qu'il a perdu quasiment tout ce qui faisait son identité vocale. Et dernièrement, le groupe est quand même revenu, alors le nouveau groupe, parce que Richie Sambora, vous savez qu'il est parti, il a été remplacé par Phil X, je crois, à la guitare, un bon groupe, un bien solide, qui a accompagné donc le chanteur pour une prestation lors du Tony Robbins Show. Alors je vous dis pas de conneries, j'essaye de pas vous dire de conneries, ça a été enregistré en septembre 2025 je crois, et diffusé ce début d'année 2026. Et la prestation est pour le moins gênante. Quand on regarde dans son intégralité, vous avez une interview avant la prestation, vous avez vraiment... Ça dure un petit moment, en réalité la prestation elle est limitée à un peu plus de 30 minutes, je crois que c'est 6 morceaux, et c'est très difficile à supporter. Et là, ça dépasse le côté d'avoir l'oreille musicale ou pas, hein. Si vous allez voir cette prestation, vous tapez Bon Jovi, Tony Robbins Show, vous allez voir la prestation en 2026, c'est chaud. C'est vraiment chaud, c'est-à-dire que ça fait vraiment mal au cœur.
Bon Jovi, il est accroché à son micro comme si c'était un ancrage, comme si c'était son seul ami. Il est accroché à son micro en essayant de donner le maximum, de donner tout ce qu'il peut donner. Alors bien sûr, il y a le groupe tout autour de lui qui donne un max. Il y a des chœurs à gogo. Il est plus capable d'aller chercher les notes les plus aiguës, tout ce qui faisait un petit peu le sel de certains morceaux, dont ce morceau emblématique Living on a Prayer. Là, ça passe pas du tout. Il sort des espèces de petits croisements, de bouts de phrases. Il prend pas le temps de respirer. On sent qu'il est ultra contracté. Il a les yeux un petit peu qui partent à droite à gauche, comme s'il essayait de juger un petit peu de ce que provoque sa prestation. Pour le public, vraiment, on le sent pas à l'aise, on le sent vraiment fébrile, et ça fait vraiment du mal. Mais vraiment, c'est douloureux à entendre. Même si vous êtes fan du bonhomme, et moi je suis un énorme fan de Bon Jovi, j'ai un attachement à Bon Jovi. Bon Jovi, je me souviens de mon pote Thierry, mon pote d'enfance, que j'ai perdu de vue. Si un jour il tombe sur une de mes vidéos, je le salue, je le remercie parce qu'il a changé ma vie en me prêtant cette cassette de Slippery When Wet que j'ai découvert, et c'est là que j'ai découvert le hard, vraiment. Hein. J'ai mis cette cassette de Bon Jovi, j'ai été surpris par les premières notes d'orgue, puis j'étais emporté par cette prestation, je suis devenu fan immédiatement. Bon Jovi aujourd'hui, vous connaissez le groupe, ça a une petite notoriété en France, mais pas tant que ça, hein. Bon Jovi, jusqu'à tout récemment encore, il évite un petit peu la France, hein. Il passe en Angleterre, il fait des tournées en Europe, mais bon, il évite soigneusement notre pays, il vient pas souvent en France parce qu'il n'a pas une grosse communauté ici. Il y a des gens qui adorent Bon Jovi, il a été de plus en plus connu, forcément, quand on vend 130 millions d'albums à travers le monde, il y a forcément un moment où ça déborde, mais moi, quand j'étais plus jeune, quand je parlais de Bon Jovi, les gens connaissaient pas forcément Slippery When Wet. En France, c'était pour un public d'initiés. Enfin bon, bref, moi je suis un pro Bon Jo, et cette prestation au Tony Robbins Show, elle est vraiment douloureuse. Vraiment, vraiment douloureuse. Je vous dis, hein, il s'accroche. Regardez, hein, moi j'ai même vu des émissions de coachs vocaux qui jugent de cette prestation, ça fait vraiment du mal. Ça n'enlève rien à l'artiste en lui-même, ça n'enlève rien à cette prestation, entre guillemets, de courage, parce que je lui trouve beaucoup de courage, mais j'ai envie de lui dire, mais prends le temps éventuellement de te remettre, prends le temps de voir ce que ça donne, n'essaye pas, comme il le fait actuellement, de lancer une tournée, une nouvelle tournée, alors il le dit lui-même, hein, c'est fini les tournées à 200 dates annuelles, non là, ils vont se contenter d'une poignée de dates, mais même une poignée de dates, je vois même pas comment il peut tenir 2 heures, 2h20, si vous avez un show d'1h30, je ne suis même pas sûr que la tournée soit pas annulée. Quand on voit cette prestation, ça fait tellement de mal. Je vous dis, hein, les phrases ont du mal à se finir. Écoutez Living on a Prayer, si vous voulez vraiment vous faire du mal, je vous déconseille vraiment de regarder cette prestation, mais si vous voulez juger du naufrage, regardez ça, ça fait vraiment, vous le verrez, contracté, le visage crispé, en train de se dire, mais qu'est-ce que je fais là, mais j'y arrive plus, et je comprends la frustration de l'artiste quand on a atteint les hauteurs, qu'on a joué dans des stades, qu'on était une star comme ça, et que du jour au lendemain, on est privé de son seul instrument, de sa voix, mais ça doit être terrible. Bon bref, la philosophie qui a attiré de tout ça, c'est quand même qu'à un certain moment, il faut savoir quand s'arrêter. Hein. Tout simplement, quand les événements, quand l'âge, quand il y a quelque chose qui vient vous dire, non, c'est fini, il faut quand même soit se réinventer, faire autre chose. Bon Jovi, rien ne lui interdit de faire des tournées en acoustique, ou des plus petites salles, ou des petites prestations. Je pense qu'en studio, quand on en juge du dernier album, ça passe encore, parce qu'en studio, vous avez l'aide des machines, vous pouvez reprendre votre souffle, vous pouvez enregistrer quelques phrases et puis vous reposer. Mais sur scène, c'est plus la peine. Il se produit sur scène de par chez nous, parce qu'il annonce quand même une tournée qui passerait par la France. Il y a quand même des rumeurs d'un passage à l'Accor Hotel Arena. Je vous dis pas que j'irai pas le voir, mais je suis je ne pense pas que j'irai le voir, je ne sais pas. J'ai jamais vu Bon Jovi sur scène, je suis un énorme fan, je n'ai jamais vu Bon Jovi sur scène, mais j'en discutais hier avec ma compagne et je me dis, mais c'est pas le moment, c'est plus le moment d'aller le voir. J'ai loupé le train, voilà, c'est fini. Aujourd'hui, aller voir des groupes comme ça, quand on va voir, vous savez, j'ai vu AC/DC il y a pas si longtemps à Longchamp, quel était l'intérêt de cette prestation autre que la ferveur du public qui m'a soulevé, qui m'a porté, mais voir un groupe vieillissant, où il y a moins de voix, où il y a de la fatigue, où entre chaque morceau, il se repose pendant 2 minutes, je veux dire, ceux qui ont vu AC/DC à la grande période, ceux qui ont vu AC/DC même à l'époque de Ball Breaker, de choses comme ça, ils doivent rigoler aujourd'hui, ils doivent se dire, mais les gars, vous vous régalez de choses, mais c'est parce que nous on a connu, et souvent dans le fil de commentaires ça revient, il y a des gens qui ont eu la chance de voir AC/DC ou Metallica à la grande époque, c'est plus que ça. Metallica, ils se tiennent très bien aujourd'hui, hein. C'est quand même excellentissime, mais bon, c'est dans des gros stades, il y a des gens qui ont eu la chance de les voir dans des plus petites salles. AC/DC, c'est un peu ça fait mal à voir, et je vais lutter contre moi-même pour ne pas aller voir Bon Jovi, parce que je me dis, t'as laissé passer ce train-là, ne risque pas d'aller écorner l'image que tu as de ce grand groupe, qui n'a plus ses preuves à faire. C'est un groupe magnifique, John Bon Jovi. Il a déjà établi sa propre légende. D'ailleurs, un des derniers morceaux du groupe s'appelle Legendary, c'est pas pour rien. Donc voilà, la légende, elle est là, elle est ancrée à jamais, enfin pour un temps.
voilà, qui sera le sien. Donc c'est pas la peine d'essayer coûte que coûte. John, repose-toi. Il faut vraiment savoir quand s'arrêter. Là, je pense que c'est le moment de déposer les gants. Peut-être temporairement, mais en tout cas là, faut s'arrêter. Et on embraye les Fortistes, on embraye avec Matt Damon, Ben Affleck, qui était tout récemment, enfin en début d'année, en janvier, sur le plateau de Joe Rogan, pour The Joe Rogan Experience, le podcast le plus suivi au monde, des millions et des millions d'auditeurs. Je crois que c'est la 2440e ou quelque chose comme ça. Alors Joe Rogan, si vous ne connaissez pas, c'est un humoriste, c'est un producteur, c'est un comédien, c'est quelqu'un qui a commenté l'UFC. Vous savez, l'UFC, le championnat de castagne, il l'a commenté pendant des années, il est devenu un peu mythique comme ça, il a embrayé sur des podcasts, je crois même qu'il est artiste martial lui-même, enfin bon bref, il a un podcast très suivi, et là vous avez une émission qui fait je crois un peu plus de 2 heures, enfin je vous avoue que je l'ai regardé en plusieurs parties, c'est long, c'est très long, on laisse le temps aux artistes de venir s'exprimer. Et là, on peut dire que Matt Damon et Ben Affleck, ils étaient en promo pour le film The Rib. Vous savez que j'ai adoré ce film. Je trouve que c'est un film justement à l'ancienne. Et là, ils sont venus parler un petit peu de l'industrie du cinéma aujourd'hui. Alors Matt Damon, principalement, il en avait des choses à dire. Il est venu pour vider son sac. Et il l'a bien vidé, même si Ben Affleck a tenté quelquefois, à quelques moments, de temporiser un petit peu le truc. Matt Damon, il a quand même défoncé un petit peu l'industrie du cinéma aujourd'hui, et Netflix en particulier. Alors, en douceur, bien évidemment, à l'américaine, en enrobant un petit peu ses propos, mais il est venu juste nous dire en substance qu'aujourd'hui, l'industrie du cinéma a changé, que les gens restent tranquillement posés chez eux, et qu'une nouvelle génération de cinéphiles est née, et que Netflix n'y est pas pour rien, et que Netflix est en train de changer la donne. Parce qu'il explique, Matt Damon, alors je vous la fais en substance, je vous encourage bien évidemment à aller voir vous-même cette émission, regardez-la en plusieurs fois, alors elle est en English, mais elle est quand même sympa à regarder. Vous pouvez essayer de trouver des sous-titres français, peut-être qu'il y en a des sous-titres français, je sais même pas. Mais l'émission est passionnante, ils sont tous les deux posés, ça rigole, c'est détendu, et Matt Damon vient nous dire que Netflix aujourd'hui a des demandes à un cahier des charges de plus en plus précis, voire écrasant, parce qu'il dit, Matt Damon, à une époque, on mettait de l'argent et on vous disait qu'il y avait une scène d'action dans le premier acte, une scène d'action dans le deuxième acte, et généralement le climax, une énorme scène d'action en fin de film, et qu'aujourd'hui Netflix commence à dire « Est-ce que vous pourriez pas nous mettre une énorme scène d'action au tout début du film ?» Pourquoi ? Parce qu'il faut choper le spectateur et faire en sorte qu'il ne clique pas ailleurs, qu'il ne zappe pas. Et ouais, Netflix quand même, ils ont un cahier des charges et ils ont besoin que le spectateur soit tout de suite accroché. Donc on demande ça aux réalisateurs, on demande ça aux acteurs, et on leur demande d'autres choses, dont le fait de répéter en permanence ce qui vient de se passer, parfois même dans le même épisode. Alors on cite volontiers sur les sites Stranger Things, mais moi je regarde dernièrement les Bridgerton et c'est un petit peu pareil. C'est-à-dire qu'à des moments, vous avez quand même des personnages qui se posent, une fois que vous en prenez conscience, vous n'allez plus pouvoir ne pas le voir, il y a des personnages qui se posent et qui d'un coup vont vous résumer tout ce qui s'est passé. Ah oui, là on va pouvoir faire ça, parce qu'on a fait ça, et maintenant enfin on sera tranquille une fois qu'on a... Et là on vous répète tout ce qui vient de se passer. Pourquoi ? Parce que Netflix le dit ouvertement, il faut quand même faire attention, les gens aujourd'hui sont sur leur portable, ils peuvent avoir loupé quelque chose, il faut leur rappeler en permanence ce qui vient de se passer à l'écran, il faut pas qu'ils décrochent. Alors bien entendu, Ben Affleck sur le plateau, il essaye de quand même de nuancer un petit peu ça. Ouais, non, ouais, il y a quand même des choses super bien qui se font. Et effectivement, moi je défends beaucoup Netflix parce qu'il y a quand même des choses très très bonnes qui se font sur le service. The Rip, c'est un bon film. Ben Affleck, lui, il cite la série Adolescence, il dit mais c'est génial cette série... On a des plans lents, on a des épisodes où ça parle pas beaucoup. Oui, c'est vrai, on peut toujours trouver des exceptions. Mais la règle aujourd'hui, sur les gros blockbusters que produit Netflix, c'est un petit peu ça. Et moi, ce qui m'étonne, là, mon petit coup de gueule, là, vous allez m'entendre pas très content, c'est qu'on commence à niveler par le bas. Et on nivelle beaucoup par le bas dans notre beau pays, et on nivelle beaucoup par le bas dans l'industrie de l'entertainment, parce que on privilégie, on accorde de l'importance à des spectateurs qui, excusez-moi, n'en sont pas. C'est-à-dire qu'on a tous subi un petit peu le trou de balle qui est avec son portable dans un coin de la salle, qui vient, on arrive, on se pose dans les salles de ciné, la salle est bien pleine, et là vous avez ce con qui est devant vous, en train de pianoter sur son portable, une fois, 2 fois, 3 fois, et ça vous balance de la luminosité dans la gueule, et ça vous fait chier. Et plusieurs fois, les dernières séances que j'ai fait, ma compagne, ou moi-même, principalement ma compagne, parce qu'elle a une jauge de tolérance un petit peu moindre par rapport à moi, qui va se lever et lui dire « Excusez-moi, vous pouvez éteindre le portable ?» Et c'est quand même incroyable que dans les salles de ciné, on ait à faire la police comme ça, pour dire aux gens « Vous pouvez regarder le film s'il vous plaît ?» Et bien maintenant, Netflix, ils ont décidé de privilégier un petit peu ce genre de spectateurs. Mais ce genre de spectateurs, on ne devrait jamais les privilégier. On ne devrait pas avoir
à répéter une intrigue pour des gens qui ne suivent pas l'écran. Enfin, je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais on est quand même dans un mode de pensée complètement ubuesque. Alors je sais que tout le monde ne peut pas faire des propositions intègres, entières, j'allais dire élitistes, mais à la limite de l'intellectualisme, comme du Villeneuve, vous voyez, des choses qui sont en même temps populaires, et encore populaires, faut s'entendre sur le mot, et en même temps exigeantes, comme ce que fait justement Denise Villeneuve. Mais pour autant, faut pas qu'on fasse un contenu maintenant pour les abrutis. Le cinéma, c'est ça pour moi, c'est l'art de l'image. Donc il faut se concentrer, il faut se poser, il faut regarder ce qui se passe à l'écran. À partir du moment où vous avez l'attention qui est un petit peu divertie, que vous allez un petit peu regarder ailleurs, regarder votre portable, vous perdez toute l'essence du cinéma, tout ce qui se passe sur l'écran. Et après, on s'étonne que les salles de cinéma, elles se sont vidées. Moi, je vous ai dit dernièrement que j'y allais beaucoup moins. J'y retrouve du plaisir dernièrement parce que franchement, quand j'ai été au cinéma dernièrement, je me suis retrouvé même pour des propositions moyennes. Alors, j'ai pas encore monté l'émission, elle arrive bientôt, mais un film comme Alter Ego, par exemple, que j'ai été voir en salle, c'est pas un film parfait, mais je l'ai apprécié parce que dans la salle, vous avez un public qui est là pour venir profiter du cinéma, un public respectueux. Et dernièrement, j'ai moins eu ce genre de problème. De gens qui sont totalement inattentifs, de gens qui pianotent sur leur portable. J'ai moins eu ce genre de problème parce que le cinéma draine moins ce public-là. Ce public-là, maintenant, il reste à la maison, tranquille, à bouffer, j'allais dire des pop-corn, non, à bouffer ce qu'il a sous la main, des bonbons, et à regarder Netflix d'un œil distrait, voilà. Parce que pendant un moment, quand le cinéma était encore fort, que vous aviez encore des grosses propositions, à Avengers, tout ça, tout le monde se précipitait parce qu'il fallait être là pour voir le film. Donc vous alliez voir le film, vous regardiez votre portable, puis tout de suite, en sortant de la salle, vous alliez pianoter sur Instagram pour dire « Ouais, ça y est, j'ai vu le film, il est tout pourri. » Ouais ben bonhomme, pour ce que t'en as profité du spectacle, je crois pas que t'aies ton avis à donner sur la question. Enfin bon bref, vous avez saisi mon point de vue, moi je trouve que l'industrie du cinéma elle est en train de changer, et que si on veut continuer à avoir des salles obscures, si on veut avoir du public qui va dans les salles, si on veut aussi du public qui continue quelque part à regarder du cinoche, parce qu'avec cette façon de faire, là vous avez la découverte toute récente, de la vidéo à la maison, comme ça, en libre accès, aux gros blockbusters qui débarquent directement sur les services de streaming. Mais ça, c'est récent. S'ils veulent continuer à exister, ces gros services, Netflix, même Disney+, Amazon Prime et tout ça, Hulu, il va falloir qu'ils fournissent du contenu à un moment un peu de qualité. Et je ne suis pas sûr que ce contenu jetable, un peu popcorn, ça ait une longue vie. Parce qu'aujourd'hui, on crée justement du contenu un petit peu jetable, du contenu vite oubliable. L'époque où on achetait tous nos DVD, nos Blu-ray, nos 4K, pour les conserver précieusement en ayant ces grands classiques, en les ayant achetés une fois, 2 fois, 3 fois, ça va de moins en moins être la norme. Aujourd'hui, on regarde un film, et puis quand le service de streaming aura décidé qu'il ne l'éditera pas en support, et puis surtout quand il aura décidé que vous n'aurez plus à le voir, parce qu'il a envie de vous pousser quelque chose d'autre en avant, et ben il le fera, et puis ce film-là sera poussé sous le tapis, et ça sera en permanence remplacé par d'autres propositions. Donc je pense qu'il faut retrouver quand même une certaine exigence dans le cinéma, et ne pas oublier que ces spectateurs-là n'ont rien à faire dans des salles de cinéma, ils n'ont même rien à faire à donner leur avis sur des films. C'est pas pour rien d'ailleurs que les critiques ciné, j'entends des bruits que les critiques ciné sont mortes en ce moment un petit peu sur YouTube et tout ça, et qu'elles cartonnent sur TikTok parce que les gens ils veulent du contenu de 1-2 minutes pour vous dire « ce film il est super, allez-y » ou « ce film il est tout pourri, n'y allez pas ». Voilà la critique ciné. Mais ce genre de spectateur, encore une fois, qui pianote sur son portable ou qui fait autre chose en regardant un film, c'est pas des vrais spectateurs, ils n'ont pas d'attachement au cinéma, il n'y a pas d'attachement à un réalisateur, il n'y a pas d'attachement à ce média, il n'y a pas de passion pour le cinéma. Vous savez, c'est un petit peu, alors là je vais vous faire un rapprochement un petit peu fumeux, mais j'en profite pour vous parler d'un peu tout. On est sur le mag, prenez une petite gorgée de café, on est ensemble tranquille, mais vous avez vu ce qui s'est passé à Dubaï dernièrement, vous avez vu à quel point Dubaï s'est vidé en quelques minutes de ses influenceurs. Il y a eu 3 missiles qui ont pété au-dessus de Dubaï, ça y est, l'image de la ville a été écornée, ça y est, on n'est plus en sécurité à Dubaï, et en fait Dubaï s'est vidé. Pourquoi ? Parce que tous les influenceurs qui ont été à Dubaï dernièrement, qui vous vantaient les mérites de Dubaï, tous ces imbéciles que je ne supporte pas, qui disent influenceurs et qui posent avec des belles voitures, franchement ça ce sont vraiment des créatures que j'exècre, eh ben ils ont filé aussi vite, on leur a donné le go et ils se sont barrés très rapidement. Pourquoi ? Parce qu'ils n'ont pas d'attachement à cette ville. Ils sont là à se filmer parce qu'ils ont des avantages, parce qu'ils sont posés tranquilles, parce qu'ils peuvent faire les beaux. À partir du moment où Dubaï ne remplit plus le contrat, où Dubaï est en flammes, où il n'y a plus la sécurité qu'on leur avait promis, où ça, c'est un petit peu ridicule finalement d'être à Dubaï en ce moment, et ben bim,
ils iront ailleurs et peut-être qu'ils retourneront à Dubaï, mais ils n'ont pas d'attachement à Dubaï. C'est ça le problème. Eh ben, il n'y a pas d'attachement non plus au cinéma pour les gens qui pianotent sur leur portable. Et c'est pas vers ce genre de spectateur qu'il faut se tourner. C'est pas ce genre de spectateur qu'il faut cajoler. C'est pas ce genre de spectateur qu'il faut penser quand on fait des projets. Voilà, vous aurez compris le fond de ma pensée. Et j'espère même secrètement que vous serez d'accord avec moi, hein, parlez-moi dans le fil de commentaires, mais franchement, si vous me dites non, je suis d'accord, il faut faire du contenu un peu plus light ou tout ça, ou je sais pas ce que vous pourrez me dire là-dessus, sur cette chaîne, on est entre gens de bonne compagnie, je sais que vous êtes tous mesurés, que vous pouvez parler de sujets comme ça, et je pense forcément que vous serez d'accord avec moi. Voilà, de quoi on parle ensuite, on revient sur l'intelligence artificielle. Alors en fin d'année, moi j'ai vu ce genre d'affiche dans le métro, hein, assez fantastique, ça y est, l'intelligence artificielle elle est partout, elle vous promet de remplacer même vos employés, on vous prend des employés qui vont travailler jour et nuit. Magnifique, c'est magnifique ce qui est en train de se passer dans l'intelligence artificielle. Et on trouve aussi ce genre de contenu sur les sites, hein, sur YouTube. On commence à avoir des vidéos. L'IA m'a volé mon travail, voilà, ma profession a été remplacée par l'IA. Bah ouais, ça c'était à prévoir. Il y a beaucoup de professions qui vont être remplacées petit à petit par l'IA. Moi, je vous la fais brève, vous connaissez mon point de vue sur la question. Hein. Si vous faites du télétravail aujourd'hui, que vous êtes à la maison, posé, tranquille, et que vous arrivez à remplir vos missions à distance, votre profession est menacée. Je la fais large, c'est pas tout à fait exact, mais si vous faites rien de vos mains pour l'instant, hein, nos mains sont importantes. Hein. Si vous mettez des livres en rayon, si vous allez façonner du pain, si vous êtes là, actif, comme ça, au contact d'une clientèle, pour l'instant, votre job n'est pas encore menacé, et encore dans certaines mesures. Mais bon, les robots humanoïdes, c'est pas pour demain. Vous avez vu ce robot en Chine, dernièrement, qui a mis une claque à un gamin. Moi, j'adore, parce que tout le monde se moque de ça. Ouais, mais enfin, les progrès qui sont faits par la Chine en matière de robots humanoïdes, ils sont complètement dingues, et il s'en faudra pas longtemps pour que dans quelques années, on ait des compagnons humanoïdes, des compagnons robots. C'est complètement fou. Moi, j'ai la petite cinquantaine, et je sais que je le verrai de mon vivant. Donc voilà, l'IA, elle arrive en masse, et il y a un service qui n'en profite pas pleinement, c'est Suno, parce que Suno, ça se casse un peu la gueule. Alors ça se casse la gueule, je grossis volontairement le trait, mais en réalité, on trafique les chiffres, on essaie de vous faire croire que Suno, c'est la folie, alors que ça marche pas tant que ça. À la base, le service a été créé par un mec complètement fumé, qui a décrété que personne n'avait envie de faire de la musique, personne n'avait envie de faire de la création musicale. On en a parlé de Suno sur cette chaîne, hein. Je vous ai dit que Suno, c'était pas de la création musicale, que ça n'a jamais été de la création musicale, et l'ambition de Suno, c'était quand même de concurrencer un peu des sites comme ChatGPT. Et le problème, c'est que Suno, aujourd'hui, ça marche pas tant que ça. Alors pourquoi ça ne marche pas? Parce que j'ai fait tout un tas d'émissions là-dessus, mais il y a quand même une donnée que je n'avais pas, et que je n'avais pas pris en compte, c'est la paresse des gens. Je vous ai dit, Suno, c'est pas de la création musicale. Ouais, mais dans le même temps, Suno, ça s'adresse à qui? Ça s'adresse quand même aux artistes en herbe. Ça s'adresse quand même aux musiciens. Ça s'adresse à certains d'entre vous qui m'en ont parlé dans les commentaires, qui me disent « Moi, j'avais des chansons qui dormaient. » Vous écrivez, vous aussi, hein, la plupart d'entre vous, vous écrivez des poèmes, des chansons, vous composez un petit peu chez vous, tranquillement, et vous vous dites « Mais jamais je ne verrai cette chanson mise en forme par un groupe. » Et Suno, c'est un petit peu la solution. Vous arrivez, vous lui lancez vos paroles, vous le faites générer automatiquement un morceau, et vous entendez un peu votre morceau tel que vous l'avez toujours rêvé. Ouais, mais ça, à la base, c'est déjà la démarche d'un musicien, c'est déjà la démarche de quelqu'un qui a envie de faire un effort pour créer de la musique. Donc quelque part, pour ça, le site vous permet de donner du corps un petit peu à vos rêves, d'un coup de voir débarquer un morceau, clé en main, interprété, vous l'avez rêvé comme ça, ou pas vraiment, mais quelque part vous dites « Ah ouais, mon morceau aurait pu sonner comme ça », c'est super marrant. Mais le commun des mortels, il en a rien à foutre de ça. Le commun des mortels, il veut pas créer son morceau. Le commun des mortels, il est paresseux. Vous savez à quoi il ressemble ? L'individu d'aujourd'hui, il ressemble à ça. Il ressemble au personnage qu'on pouvait voir dans Wall-E. L'humain, aujourd'hui, il reste chez lui, tranquille. Il est en télétravail une bonne partie de la journée. Il commande à manger sur Uber Eats. Il va commander ses articles sur Amazon et se faire livrer en 24 heures. Tout ce qu'il veut. Il fait pas de sport, hein, parce que c'est pas parce que vous voyez toutes les minettes de 20 ans qui courent en micro-short que c'est une mode. Hein. Les études le prouvent, il y a de moins en moins de sport en France. C'est pas parce que vous voyez 3 mecs qui vont s'enfermer aussi à la salle ou qu'il y a Thibaut Inchep qui est le meilleur YouTuber de France que c'est une mode, c'est un épiphénomène, mais le sport, on n'en fait plus beaucoup en France. Donc résultat, vous avez une génération de gens qui sont dans la paresse même, qui restent chez eux, qui ne bougent plus de chez eux, qui se font tout livrer, et on peut vivre objectivement enfermé chez nous aujourd'hui. Vous payez vos factures, vous faites du télétravail, vous commandez tout arrive sur le pas de votre porte, vous n'avez même plus à avoir d'interaction sociale, et Suno, ça pâtit un petit peu de ça, parce que le simple fait de devoir travailler, alors j'allais dire travailler, de devoir
faire un petit effort pour créer un morceau, ne serait-ce que rentrer quelques lignes de code, mais ça intéresse pas grand monde finalement. Vous vous trouvez face à des gens qui sont de nature paresseuse, parce qu'aujourd'hui, la flemme c'est devenu le mot, l'emblème national, vous l'entendez partout, la flemme, j'ai la flemme de sortir un étui de guitare pour jouer un petit peu d'un instrument. Combien de temps ça prend de sortir son étui de guitare, de l'ouvrir, de sortir sa guitare ? 20 secondes. Hein. Combien de temps ça prend de sortir sa corde à sauter, son nécessaire de sport, de déplier son tapis de sport et de pousser une table ? 30 secondes. Voilà, et ben la flemme. La flemme de faire ça, la flemme de passer 20 secondes, 30 secondes. Donc c'est certainement pas des personnes qui vont aller passer du temps à créer un morceau avec Suno. Donc bien évidemment que ça ne marche pas. Qu'on consomme tous des morceaux créés par l'IA, bien évidemment. Quand on laisse tourner une playlist sur un service de streaming, bien évidemment qu'en fonction du service de streaming, on va vous pousser du contenu généré par l'intelligence artificielle et quelquefois, vous allez en écouter sans même savoir. Moi, des fois, je me pose des questions. Hein. J'écoute des morceaux, je regarde, c'est quoi ce groupe ? Je vais quand même regarder pour voir si c'est un groupe qui existe ou si c'est une pure création de l'IA. Mais on peut consommer du contenu comme ça, généré par l'intelligence artificielle en permanence. Sauf que mettre la main à la pâte, aller ouvrir un logiciel, lui dire tiens, crée-moi un morceau, bah non, c'est pas pour tout le monde. Donc je pense que Suno a quand même un bel avenir, je pense que Suno ça va cartonner, je pense que Suno ça va marcher, mais il va falloir que ça se réinvente parce que il ne faudra pas compter sur le fait que les gens vont créer leur propre musique, même avec 3 lignes de texte, même avec de l'algorithme, même en dictant simplement à un ordinateur en disant tiens, crée-moi un morceau comme ça. Non, c'est trop fastidieux. Ouaf. La flemme. Donc voilà, je peux quand même vous le dire, hein, je me réjouis un peu de ça. Hein, je suis content de voir... On sent qu'il y a quand même une résistance aujourd'hui en France sur l'intelligence artificielle. Je pensais que ça allait arriver comme un rouleau compresseur. Ça arrive comme un rouleau compresseur, c'est partout. Ça commence à s'infuser dans notre monde, mais malgré tout, il y a quand même une résistance. Les gens se méfient de l'intelligence artificielle. Les gens, je déteste cette expression, les gens, parce que les gens, c'est vous, c'est moi, c'est nous tous, quoi. Mais les gens veulent que l'intelligence artificielle reste un outil qu'on puisse dominer, un outil dont on puisse se servir, mais en aucun cas qu'il nous contrôle. Enfin bon bref, voilà, ça c'est ma petite vision sur la question. D'ailleurs, dans la même échelle de réflexion, vous avez vu qu'il y a eu la fermeture récemment de Paul Boscher. Paul Boscher, c'est une librairie musicale, alors qui vendait des instruments, c'était à Bastille. Ça faisait 175 ans que le magasin Paul Boscher était là, enfin qu'il existait. Et en 2025, fin 2025, le magasin a définitivement tiré le rideau. C'est ultra triste, pour moi je trouve ça super triste, parce que c'est l'image même, la fermeture de Paul Boscher, d'un monde qui est en pleine révolution, d'un monde qui change en permanence, et cette enseigne, 175 ans d'existence, qui tire le rideau, c'est quand même un petit peu triste. Moi j'y allais de temps en temps, juste pour respirer un petit parfum de guitare. Vous savez, aujourd'hui, alors moi je parle comme un Parisien, hein, je suis à Paris, mais les magasins de guitare sont tous concentrés vers Pigalle, tout ça, vous y allez, vous rêvez le long de ces vitrines, vous rentrez dans les magasins, ça sent bon quand même, ça sent le vernis, ça sent un petit peu la poussière, ça sent la guitare, le bois, c'est très très agréable ces magasins. Et Paul Boscher, c'était un petit peu cette ambiance-là, vous rentriez, vous aviez un petit peu cette petite musique en fond, et puis vous aviez un peu ces guitares, vous pouviez aller voir, juste pour le plaisir des yeux, aller un petit peu voir tous ces instruments, et l'enseigne a fermé ses portes. Je trouve ça très triste, je vous le dis encore une fois, c'est le symbole d'un monde qui change, et on n'y peut pas grand-chose, me diront certains d'entre vous, et je pense qu'en même temps on y peut tout, hein. C'est un petit peu une question d'éthique, c'est une question de conviction personnelle, c'est une question du monde qu'on veut pour nous tous demain, c'est la question qu'on doit tous se poser aujourd'hui. Est-ce qu'on a envie d'acheter une guitare en ligne, sur Thomann, en ligne, sur des sites de revente? J'ai rien contre ces sites-là, bien évidemment, mais est-ce qu'on doit faire systématiquement jouer la facilité, jouer le prix? Est-ce qu'on n'a pas envie d'aller voir quelqu'un, un passionné qui va nous parler de guitare pour pouvoir essayer 1, 2, 3 instruments? Si vous avez bien entendu une guitare à acheter, moi je vous conseillerais toujours d'aller en magasin, de recueillir les conseils d'un professionnel. Mais bon, ma voix porte peu à moi, hein, et j'empêcherai certainement pas le monde de suivre cette espèce d'avancée, mais à un moment, il va falloir se poser la question de savoir ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut avoir des gens en face de nous? Est-ce qu'on veut aller discuter 2 minutes avec la caissière du supermarché? Est-ce qu'on veut discuter 2 minutes avec le maraîcher? Est-ce qu'on veut discuter 2 minutes avec notre boulanger? Ou est-ce qu'on veut juste être des inconnus qui passons comme ça, de manière totalement anonyme dans des magasins, en sortant juste la carte bleue, en prenant notre paquet, notre colis, et puis en disparaissant fissa? Je sais pas, je laisse ça encore une fois à votre réflexion. Et enfin, dernier sujet, objectivité, subjectivité, on va en parler assez rapidement parce que l'heure tourne et j'ai peur que cette émission n'ait échappé totalement à mon contrôle. J'espère quand même que vous apprécierez ces petits points de réflexion. Objectivité, subjectivité, ça revient souvent, très très souvent dans les fils de discussion, les fils de commentaires de cette chaîne. Cette chaîne, j'en suis très heureux, vous êtes géniaux. D'ailleurs, je remercie les 11% de filles qui sont là sur cette chaîne parce que vous avez votre mot à dire, c'est super sympa et ça monte tout le temps.
Hein, on est passé de 7, 8, 10, 11%. Je suis content que vous soyez là, mesdames, parce que vous apportez quelque chose d'autre. Et chaque fois que vous venez vous exprimer, ça fait un petit peu un contrepoids avec les gens qu'on entend tout le temps. De manière plus générale, je vous adore. Les spectatrices, spectateurs de cette chaîne, vous êtes incroyables. Je n'ai jamais eu, on va fêter bientôt les 4 ans de la chaîne, je crois. Enfin bon, bref, au moins 4 ans, je sais même plus. Enfin, je crois que c'est pour ce mois, d'ailleurs, on manquera pas d'en reparler. Mais bref, depuis la création de cette chaîne, je crois que j'ai eu à supprimer peut-être 2 ou 3 commentaires max, hein, depuis la création de la chaîne. C'est-à-dire qu'il y a quasiment que de la bienveillance. Et des fois, je me retrouve un petit peu en partie pris, en bisbise avec certains d'entre vous. On discute, mais généralement, ça se fait toujours avec des gens lettrés, cultivés, vous avez vos avis, vous m'égratignez un petit peu, et puis c'est drôle, et puis on discute, et généralement, quand je vous réponds, vous revenez en disant « Ouais, c'était pas méchant et tout ». Et c'est super sympa, parce que moi, c'est pour ça que je milite. Si cette chaîne, elle avait recueilli tout de suite du backlash, que des gens étaient venus m'insulter en permanence, que ça se passait pas bien, je serais plus là, parce que je fais ça comme ça, à la one again. Objectivité, subjectivité, par contre, ça me touche beaucoup, parce que chaque fois que je me suis affronté, que je me suis égratigné un peu avec certains ou certaines d'entre vous, c'était le plus souvent sur cette notion-là. Et pour moi, je vais le dire franchement, l'objectivité, en termes d'art, quelle que soit la forme d'art, elle n'existe pas. Elle n'existe pas du tout, ou si peu. Mais vraiment, il n'y a pas d'objectivité dans l'art. Le navet de quelqu'un, ça va être le chef-d'œuvre de quelqu'un d'autre. On peut apprécier un carré rouge sur fond blanc et le trouver magnifique. On peut apprécier l'art contemporain ou le trouver détestable, mais personne ne détient la vérité, parce qu'on est des humains. Parce que tout dépend en permanence de notre contexte, du contexte dans lequel on a évolué, dans lequel on a grandi, de ce qu'on nous a transmis, de notre environnement aussi, hein, social. Vraiment, ça dépend de beaucoup de choses, de nos expériences, de notre âge, de notre culture, tout simplement. Donc, ça dépend de beaucoup de choses. Et venir juger de certaines choses en permanence en me disant « Ouais, non, mais ça, c'est de la merde », moi, c'est pas ce que je fais sur cette chaîne. Sur cette chaîne, je viens vous dire « Je trouve que ça, c'est de la merde », et c'est très différent que de dire « C'est de la merde ». Vous voyez, il y a toujours « Je pense que là, le réalisateur aurait fait mieux », il y a toujours, chez moi, quand même, un certain respect pour les créateurs d'univers, pour les gens qui viennent... Il y a des choses qui me plaisent pas du tout, mais je respecte quand même les gens qui se sont donné du mal pour voir aboutir leur vision. Alors bien sûr, il y a des projets que je n'aime pas du tout, mais même sur cela, je vais y mettre un petit peu les formes, parce que je considère que ça peut plaire à certains. Moi, j'ai découvert ça très tôt, hein. On peut aimer le cinéma de Bergman, on peut aimer le cinéma de James Cameron, et on peut aimer aussi le cinéma de la Troma. C'est un univers merveilleux, et on a le droit d'apprécier des choses ou pas. Moi, personnellement, par exemple, Kubrick, j'ai beaucoup de mal avec Kubrick. Tout le monde considère que Kubrick, c'est un des plus grands réalisateurs qui ait jamais existé, et moi spécialement Kubrick. Un jour je vous ferai peut-être une émission sur ces grands classiques, sur ces grands films, sur ces grands réalisateurs que moi je ne supporte pas. Ben voilà, il y en a, et c'est pas grave. Au niveau de la musique, c'est pareil, hein. Moi, cette chaîne, je viens vous partager presque mon quotidien, ce que j'aime. Alors ça part dans tous les sens, mais moi, je vais écouter un Metallica un jour, et puis le lendemain, je vais avoir ma période Florent Pagny, et puis je vais revenir à Bryan Adams, et puis je vais aller écouter Keith Urban, et puis je vais écouter du Black Sabbath. J'écoute un peu de tout, donc je peux parler de tout sur cette chaîne, parce qu'à chaque fois, je garde un certain recul. Mais quand je vous dis que j'essaye d'être objectivement subjectif ou subjectivement objectif, c'est pas des paroles en l'air, c'est que j'essaye vraiment de garder un petit peu ce côté objectif, tout en restant forcément subjectif. J'espère que vous me suivez. Et j'ai eu des fois des discussions lunaires avec des internautes qui venaient commenter un petit peu. Je me rappelle d'un commentaire sur Superman, la première vidéo, je crois que j'avais fait sur le Superman de James Gunn, où la personne venait m'expliquer qu'elle était objective. Non, objectivement, voilà, c'est ça, c'est lui le meilleur Superman, objectif. Mais j'ai envie de dire, mais l'objectivité, ça veut dire quoi? Quelqu'un qui vient me dire c'est objectif, ça veut dire qu'il considère qu'il est détenteur du bon goût. C'est-à-dire que cette personne pense que c'est lui qui a raison. Putain, les discussions, elles doivent tourner court autour de lui, hein. Ça doit être sympa de discuter avec lui, hein. Alors moi, comme on m'a dit souvent, et c'est un de mes grands principes, on peut discuter avec quelqu'un qui sait, on peut discuter avec quelqu'un qui ne sait pas, mais on ne discutera jamais avec quelqu'un qui croit savoir. Et ça, vraiment, ça rythme ma vie, parce que des fois, j'ai des gens qui arrivent plein d'allant, blabla. Et moi, je coupe court à la conversation. Je vous avoue que, généralement, dans des discussions, moi, je suis un peu en retrait. Je pense ce que je pense, j'ai mes avis sur la question, j'ai mon avis que j'ai forgé à force de réflexion sur un artiste, sur un film, sur d'autres choses, plein d'autres sujets. Et quand des gens viennent m'expliquer qu'ils détiennent la vérité et qu'ils veulent juste parler plus fort que les autres,
comme au café du commerce, ben moi je les laisse parler. Finalement, je m'efface assez souvent. Là, c'est marrant pour quelqu'un qui vient parler sur cette chaîne en permanence avec vous, de choses et d'autres. Mais moi, je suis comme ça. Hein. Moi, quand j'ai quelqu'un qui a, comme disait Dumas, tout l'aplomb de la sottise, ben, je me tais et puis je le laisse parler. Voilà, j'espère que je vous ai bien fait passer un petit peu mon sentiment sur le sujet. Non, l'objectivité dans l'art, ça n'existe pas. Donc ce sera toujours mon avis sur cette chaîne, mon avis qui peut changer aussi. Je suis un être humain, je viens voir un film. Quand je viens vous parler de War Machine, je vous dis que c'est un film que j'ai bien reçu, que j'ai apprécié comme la petite péloche que c'était. Et si j'avais été mal luné, un autre jour, j'aurais pu vous dire que c'était une grosse banane. Parce qu'en fait, le film n'est pas bon. N'est pas bon en essayant d'être le plus objectif possible. C'est juste un film, ça explose partout, il y a des prestations un petit peu comme ça à la tranchette, à la fin vous avez ce gros discours américaniste, voilà, c'est pas magnifique, mais on y prend du plaisir parce que l'exécution est magnifique, c'est ce que je recherche en ce moment dans le cinéma, une parfaite exécution de recettes qu'on connaît déjà, on se dit c'est bon, j'ai déjà goûté, mais là c'est bien préparé et moi ça me convient. Donc j'aurais pu vous dire que War Machine c'était une banane, j'ai préféré vous dire que War Machine c'est un film qui m'a plu et que j'ai envie de revoir parce qu'il y a de très belles séquences, très bien mises en scène, et puis j'ai un attachement pour Reacher, donc ça passe très très bien. Vous voyez, c'est totalement subjectif, ça dépend de mon envie du moment, ça dépend de ce que j'ai envie de faire passer comme message au moment où je viens me poser là devant vous et parler comme un imbécile face à cet appareil photo qui me filme non-stop. Voilà, et c'est là qu'on va s'arrêter parce que l'émission a déjà tourné. J'espère que ce format vous aura plu, j'espère que vous apprécierez ce petit moment dominical passé en ma compagnie. Je sais même pas quand vous allez le regarder, ça se trouve vous allez regarder ce mag en pleine nuit. Alors je vous souhaite du coup une bonne nuit, je vous souhaite une bonne journée, je vous souhaite un bon dimanche ou tout autre jour de la semaine, peu importe quand vous verrez cette vidéo, mais merci à vous de l'avoir regardé. Si vous avez tenu jusque-là, n'hésitez pas, le petit pouce. La chaîne grandit petit à petit et ça c'est grâce à vous. Hein. Moi j'ai rien à faire. Hein. Moi je viens, je balance mes vidéos, ça vous intéresse pas. Bah écoutez, quand les émissions accrochent un petit peu, je suis quand même content. Si vous venez me faire des retours en commentaire, je suis super heureux. Si vous me laissez des pouces, ça suffit à mon bonheur. Et c'est sur ces bonnes paroles, comme d'habitude, qu'on va se quitter. On va se retrouver très bientôt pour toute autre chose. D'ici là, comme d'habitude, soyez curieux, forcément. Ne soyez pas paresseux. Éclatez-vous, profitez de tout, et moi je vous dis comme toujours, à la prochaine, ici, sur cette même chaîne. Ciao!